Écoutez, je vous propose, bon, on va aller un peu plus loin que la Technopole là quand même, mais c'est pas très loin non plus. Je vous propose d'accueillir Emmanuel Poirmer. Alors Emmanuel, il faut que je reprenne ma bio parce que en fait je la connais pas de mémoire et en plus c'est compliqué parce que Emmanuel, on pourrait dire qu'il est vigneron, qu'il est producteur, mais il est aussi ingénieur agronome. Il s'amuse avec avec les nouvelles techno. Il croise des gens. Enfin, c'est un peu un ovni dans le paysage. Et c'est toujours un plaisir de l'accueillir et de l'entendre parler. Et surtout quand il parle d'innovation et surtout quand il nous montre que c'est nécessaire d'innover et que en plus on peut s'appuyer un peu sur l'environnement biologique. Enfin, c'est un message un peu original et je te laisse le soin de nous présenter ça. Bon, bonjour, on m'a demandé d'être original donc je vais essayer de l'être. Alors, on a beaucoup parlé d'innovation pour l'instant, d'innovation technologique. À mon sens, on oublie quelque chose quand même, c'est la biologie. Et pour l'instant, on nous a fâchés peut-être avec les habitants des régions voisines. Moi, je vais essayer de nous fâcher un peu avec l'espèce humaine, en tout cas avec l'anthropomorphisme qui nous guette, ou l'égomorphisme. Je vais commencer, alors déjà je suis viticulteur, et au travers de mon exploitation viticole, j'essaye aussi d'apporter des idées un peu neuves sur la filière, parce que je trouve qu'elle s'est empoussiérée depuis des années. Donc tout d'abord, essayez de vous rappeler ce que c'est qu'un homme. Un homme, c'est 10 000 milliards de cellules dites humaines, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est surtout 1 million de milliards de levures et de bactéries. Et donc, elles peuvent vivre sans nous, mais nous absolument pas, puisque ce sont ces micro-organismes qui sont responsables de nos échanges avec notre environnement, que ce soit au niveau de la peau ou du tube digestif. Et même si on dessèche un homme, et ben on voit que 60% de notre masse est constituée de bactéries. Et donc on a plus d'ADN bactérien que d'ADN dit humain. Alors je ne sais pas si ça en choque certains, mais moi quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit que finalement on n'était pas grand chose. Et donc je voulais juste signaler que l'homme n'a pas conscience de son statut de population cellulaire à la fois hétérogène, mais également d'appartenance globale à une population homogène, puisqu'on se ressemble tous. Et donc en soi, il est déjà un système hyper complexe, ce qu'on appelle un système empathique, entre organismes pluricellulaires et unicellulaires. Et ça, c'est la conséquence de l'évolution. Dans mon parcours, donc moi j'ai fait l'agro à Paris, comme certains sur ces bancs, et j'ai eu la chance de croiser de grands personnages assez provoquants. Et moi, ma promotion, c'était en 97, a été très marquée par Pierre-Henri Gouillon, qui est un des grands chercheurs en génétique français, et qui venait de publier un livre qui s'appelle Les avatars du gène. Alors lui, c'est déjà aussi un héritier de Richard Dawkins, qui le premier avait commencé à émettre l'hypothèse que, toujours dans une relation très égomorphique, l'homme pensait qu'il était en haut de la pyramide de l'évolution. Et d'ailleurs, je pense que certains, en arrivant de cette salle, en étaient croyants. Pas du tout. Lui avait commencé à dire que finalement, et si c'était les gènes qui s'auto-sélectionnaient entre eux, et pas du tout le niveau cellulaire. Pierre-Henri Gouillon, lui, c'était carrément de la génétique fiction, pardon. Il a émis l'hypothèse que finalement nous étions des hôtes et que l'ADN était un virus qui a voulu se propager. D'ailleurs, il y a pas mal de virus qui sont soit à simple brin, donc ARN, soit des virus à ADN. Et donc nous sommes un des autres parmi d'autres, censés propager la vie. Ça corroborait aussi des théories de Théodore Monod qui, lui, pense que de toute façon, l'espèce qui va nous succéder sont des céphalopodes. Type pieuvre ou sèche. Et ça, c'est vrai qu'au niveau ADN, on n'est vraiment pas différent des populations végétales, animales, des micro-organismes, des champignons. Et dans les autres personnages marquants, donc nous, notre promo à Grignon, Pierre-Henri Gouillon nous a mis sous perfusion, parce qu'il venait de publier. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir Thomas Hims, qui est un de mes meilleurs copains, et qui était en plus mon copiole dans cette fraternité de promotion. On a partagé l'AIDIS ensemble, et c'est un des grands chercheurs généticiens actuels. Il est encore cette semaine sur France Inter, et il a publié en 2009 avec toute une lignée de chercheurs Les mondes darwiniens,
qui a fait une espèce de bilan sur l'impact du darwinisme dans à peu près toutes les sciences, mais même tous les domaines. Ça va de la cosmologie jusqu'à la sélection entre eux des programmes culturels. Donc c'est plus que vaste. Et donc il y a quelques mois, je voyais Thomas à Paris et je lui faisais part de mon incompétence en viticulture, en disant que finalement tous mes cours étaient faux, donc que je les avais tous fermés, qu'ils avaient été démentis par les recherches actuelles, et que même les recherches actuelles n'arrivaient pas à expliquer ce que moi je voyais sur le terrain. Et donc je disais que finalement, plus ça allait, plus je reprenais mes cours d'écologie des populations, et que je me voyais en tant que viticulteur comme un berger ou un éleveur de micro-organismes, qui essayait de gérer des populations, peu ou prou, alors des attaques de champignons, en essayant de lutter contre, de rendre défavorables les conditions de leur implantation sur mes vignes. Mais pareil pour la vinification, finalement, on ne fait que gérer des populations soit bactériennes, soit levuriennes, en favorisant leur multiplication, leur croissance, décroissance, en fait leurs conditions de survie et même de sélection entre elles. Et donc je vous disais, vraisemblablement, moi la vigne, puisqu'on est en pleine problématique phytosanitaire, ce qui me semble le plus intéressant, ça serait qu'on essaye de trouver en fait le moyen de rendre la vigne moins sexy, mais comme les plantes agricoles, à l'arrivée des champignons pathogènes, en les inséminant avec du milieu désactivé. Alors bien sûr, quand on dit ça à des viticulteurs, ils prennent peur. Et lui, parce qu'il a ce recul-là, m'a dit « c'est intéressant, il va falloir que tu te documentes sur l'écosystème du saucisson ». Alors je trouvais ça hyper poétique, comme lui, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'y est intéressé. Et il m'a dit l'autre chose qui taraudait à l'époque, c'était aussi les simultanéités scientifiques récentes et troublantes. Et donc, bon, ça va vous faire rire, hein, mais l'écosystème du saucisson, c'est un vrai sujet de réflexion. Hein. J'ai quelques publications quand même pour vous le prouver. Il y a plusieurs labos de l'INRA qui travaillent dessus. Alors déjà, pourquoi c'est pas si anachronique que ça? C'est que le saucisson, comme le vin, comme plein d'autres produits agroalimentaires, c'est la fin de l'aboutissement, en tout cas actuel ou contemporain, d'étapes essentielles, hyper innovantes, qui ont permis l'évolution humaine. Dans le sens où quand l'homme était chasseur-cueilleur, en tout cas ses ancêtres préhistoriques, le moment où ils sont sédentarisés, ils étaient du coup soumis au climat, puisqu'ils n'étaient plus eux transhumants, et il fallait qu'ils trouvent le moyen de décaler la consommation soit de protéines, via par exemple la charcuterie, soit de vitamine C, soit de produits hydratants tels que le vin ou les alcools faibles. Et ça, c'était vraiment de l'empirisme, hein, mais l'homme, innocemment, il a utilisé des micro-organismes pour ça. C'est-à-dire que toutes ces évolutions qui ont permis sa survie, sa sédentarisation, son progrès, c'est clairement l'utilisation. En fait, il a externalisé la fabrication par des micro-organismes. Donc on va rentrer dans le concret, et je vous avoue que quand j'ai fait cette diapo, je ne pensais pas un jour réussir à faire ça et trouver un discours, je vais essayer un peu cohérent, mais clairement on est quand même sur deux écosystèmes très complexes, avec des communautés de chercheurs qui travaillent dessus, énormément de similitudes, puisque dans un saucisson, lorsqu'il va se fabriquer, on peut parler de continents. Il y a des populations différentes qui interagissent entre elles. Selon les différentes expositions au soleil, à la température, il y a des dynamiques de population, des migrations. Et on a même son enveloppe, donc, qui est composée de levures et de champignons, qui le protège des rayonnements. Finalement, c'est pas si différent que de la Terre, avec l'atmosphère, qui, par la gravité, l'atmosphère donc et le rayonnement électromagnétique, protège aussi des éléments extérieurs. Donc là, on est sur un système solaire qui est forcément très difficile à explorer. On le résume souvent en communauté d'origine et de destin, et avec des stades intermédiaires très différents. Mais c'est exactement pareil pour ce genre de système. Communauté d'origine et de destin, et des stades intermédiaires relativement différents. Par contre, c'est un système beaucoup plus simple et facile à étudier. C'est un système complètement contaminé par levures et bactéries. Donc, je suis venu avec un exemple, ici. Tout à l'heure, on a vu des ordinateurs. Ça aussi, c'est un produit de haute technologie locale. Voilà. Et si je le pose ici, voilà, et ben c'est mon satellite géostationnaire. Si moi, je ne me mets pas dans une peau d'être humain, mais d'organismes pluricellulaires complexes avec
avec des monocellulaires qui m'ont colonisé. J'espère que maintenant vous ne regardez plus un saucisson pareillement. Voilà, vous avez de la haute technologie un peu partout. Alors, Thomas me disait, donc écosystème des saucissons, c'est là où tu peux peut-être trouver des solutions pour la vigne. D'ailleurs, eux, en tout cas dans la sphère industrielle charcutière actuellement, ils précolonisent ce qu'on appelle des mêlées pour fabriquer des charcuteries avec des souches pour zapper des étapes d'évolution et éviter des dérives. Alors ce qui est étonnant quand même, c'est que toutes les sciences, et c'est lui qui me le faisait remarquer, parlent en même temps à peu près de la même chose. Biodiversité, équilibre entre populations, modération, clonage, écosystème, et j'en passe. Vous avez vu dans les thèmes abordés ce matin, que ce soit en économie, en biologie, enfin vraiment, tout le monde dit à peu près la même chose. Et c'est pour ça que les théories darwiniennes en fait reviennent à la mode. Voilà. On l'explique par l'avènement du génie génétique. Et cet avènement du génie génétique, alors ça date à peu près d'une trentaine d'années, mais ça s'explique aussi par les progrès de l'informatique. Et en ce moment, l'informatique va très vite. Alors ça a été un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est les terres rares et les nanomatériaux. Et avec cet exemple tiré du saucisson, je vais essayer de vous mettre en lumière pourquoi il y a eu ces 2 prix Nobel qui ont été attribués très récemment. Donc la médecine, c'est la reprogrammation cellulaire. C'est qu'on a quitté vraiment le déterminisme, la flèche du temps. On sait revenir en arrière. Et ça, c'est au niveau moléculaire, on le connaissait, mais au niveau cellulaire, c'est assez perturbant. Et pareil, concomitamment, on a le prix Nobel de physique, avec des manipulations de systèmes quantiques individuels qui, en fait, vont ouvrir la porte à l'informatique quantique qui va aller d'autant plus vite. Et donc, on va aller encore plus vite sur les découvertes en génie génétique. Parce que quoi qu'on veuille sur l'évolution, certes on veut gagner de l'argent, on veut progresser, mais je pense que l'homme veut surtout connaître à la fois son origine et son destin. On est comme à peu près toute population, on veut se reproduire, on a essayé de coloniser l'espace, on essaye à peu près maintenant les océans, et là finalement le seul système accessible c'est l'infiniment petit, et on est en train de s'y pencher sérieusement, et ces 2 prix Nobel concomitants, ce n'est pas un hasard. Et dans l'autre flèche d'une diapo précédente, quand j'avais parlé à Thomas de mes interrogations sur le mildiou, il m'avait dit attention, regarde aussi, on est très pollué par l'histoire des sciences et par le contexte. Et il avait pris comme exemple, alors j'ai exactement la même chose, sur la vigne, la médecine et la pharmacie, ou l'agriculture et la pharmacie, on a des découvertes vraiment parallèles. Et entre génétique et informatique, c'est troublant. C'est-à-dire qu'au même moment où Watson et Crick découvraient la double hélice, on avait le premier ordinateur avec des puces. Pour expliquer comment cette molécule pouvait être à la base de la vie, on a été, en tout cas les chercheurs à l'époque, ont été influencés par la programmation informatique, à essayer de trouver des parallèles tout le temps entre les boucles, les redondances, et énormément de similitudes. Et à la limite, on peut se dire que c'est l'informatique qui a biaisé l'interprétation biologique, qui maintenant s'est avérée fausse. Et dans cette évolution parallèle entre informatique et génétique, vous voyez, on a d'autres exemples, avec par exemple les collaborations entre gènes. Au départ, on pensait qu'il y avait par exemple les cheveux bruns qui étaient codés par un gène, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs gènes qui étaient ensemble. Mais ça, c'était finalement la mise en réseau local d'ordinateurs. Pareil pour les interactions stériques, c'est-à-dire qu'on s'est dit il y a effectivement une séance codante, mais selon comment elle est disposée, on a des gènes qui vont s'exprimer plus ou moins. Et ça, c'est les réseaux distants et le premier web. Et ensuite, actuellement, on est en train de réfléchir sur des interactions dynamiques et évolutives. C'est le cloud computing, et le web 2.0. Et actuellement, les projets de génie génétique, et ce que je vous disais tout à l'heure sur le prix Nobel de et de désapprentissage, ça remet à la mode ce qu'on avait évoqué à un moment de l'intelligence artificielle. Et donc, alors ça c'est un exemple, mais ils sont très très nombreux. D'ailleurs, je pense que tous dans vos métiers, vous allez pouvoir voir maintenant des sciences que vous croyez parallèles, mais qui finalement ont été très influençantes sur les progrès faits dans vos secteurs d'activité. Et donc les disciplines et sciences s'inter- et s'auto-alimentent. En conclusion, ce que je voulais vous préciser, c'est que là, j'ai essayé de vous montrer qu'il n'y avait pas de barrière étanche, surtout pas de hiérarchie entre les sciences, les disciplines, les secteurs d'activité. Un saucisson, c'est à peu près aussi noble que du vin, et c'est largement aussi noble qu'un système informatique. Voilà. Par contre, il n'y a que des passerelles.
entre toutes ces sciences. Souvent d'ailleurs, c'est pas dans son domaine de spécialisation qu'on progresse, c'est dans les systèmes adjacents, parce qu'on atteint, comme dans l'exemple du saucisson par rapport à la recherche spatiale, des domaines, des modèles beaucoup plus simplifiables et démultipliables. Et finalement que la temporalité n'est pas un hasard et que toute découverte n'est que le fruit d'une longue succession de hasards et de sélections. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Il y a des échecs qui sont plus vertueux que des succès, parce que l'avantage d'un échec, c'est que c'est un résultat certain, alors qu'un succès, ça peut s'avérer un échec à terme. Et alors c'est dommage, hein, le titre a été trouvé 24 heures de l'innovation, mais je trouve qu'il vaudrait mieux le baptiser les 24 heures de l'évolution, parce que finalement l'innovation, ce n'est qu'une étape très labile, un stade hyper temporaire dans notre lent processus d'évolution, et encore une fois, pas notre lent processus humain, mais général, que ce soit bactérien, en tout cas, et peut-être qu'un jour on aura la réponse, savoir si nous sommes, nous, éléments de cette pyramide de l'évolution, ou si l'ADN est décidément un virus. Laurent, tu nous avais promis de décoiffer, réussi. Je pense qu'il y a quelques neurones là, qui s'agitent. Si elles sont retombent et que vous avez une question, n'hésitez pas. Et la vigne dans tout ça? C'est-à-dire le propos est intéressant, mais vous n'avez pas beaucoup parlé des retombées de ce que votre ami Thomas vous a expliqué sur vos problématiques de vignerons. Non, mais c'est une très bonne question. Je vais y répondre tout simplement. C'est la vigne dans tout ça. Je pense qu'on est en train de réussir à démontrer que le labour ne sert à rien. Parce que on laboure les vignes. C'est un héritage passé. C'est une technique qui finalement ne fait que maltraiter les organismes végétaux, favoriser l'entrée de pathogènes au niveau racinaire. Et finalement, la vigne est une population homogène, toutes des clones sur une même parcelle, qui s'équilibrent avec d'autres populations, à la fois végétales ou fongiques, comme mildiou et oïdium. Donc ça, c'est une des premières constatations. Par exemple, il y a eu la grande mode des désherbants, où, alors moi souvent au départ, on m'a dit « votre vigne n'est pas propre ». On m'avait dit que j'avais laissé pousser l'herbe. Mais oui, parce que moi je laisse pousser l'herbe jusqu'en juin, pour stresser mes vignes en azote, afin qu'elles soient moins attrayantes pour les champignons, type mildiou et oïdium, aux périodes où ils sont les plus virulents. Parce que ça ne pose pas de problème pour le reste de la plante. Donc ça c'est sur la vigne, mais pareil sur le vin. Moi j'ai décidé de ne pas avoir de climatisation, et maintenant plus ça va, je refroidis. Donc on est en train de revenir sur du low-tech, mais tous les choix techniques, à la fois parce que j'ai la chance de pouvoir les confronter avec mes amis de promotion, mais ils sont orientés vraiment maintenant à partir d'un raisonnement hyper pragmatique d'écologie des populations, qu'elles soient humaines ou cellulaires, ou même moléculaires. Une autre question? Moi j'en ai une. Parce qu'en t'écoutant, j'ai les neurones qui ont essayé de suivre, mais en t'écoutant, on parle souvent de biomimétisme par exemple. C'est assez utilisé en termes de design. On s'inspire un petit peu de ces modèles d'évolution pour designer. Mais la bioinformatique. La bioinformatique. En écoutant, j'ai entendu, tu as parlé de la prise en compte du contexte, de déterminisme, de non-déterminisme. Je sais que tu animes des communautés avec des gens du domaine agroalimentaire et des gens des nouvelles technologies, et tu essayes d'agiter tout ça pour qu'on trouve des projets un petit peu déconnants. Est-ce que en poussant le raisonnement, et par rapport à cette expérience-là, et avec ton expérience sur cet aspect biologie, est-ce qu'on pourrait développer des méthodes de stimulation, d'animation, de créativité, pas faire que du biomimétisme, mais que ça devienne des principes de créativité qui puissent être, pourquoi pas, proposés à des groupes de simples humains je ne sais plus comment tu as dit, en subsistance,
Mais est-ce que ça peut s'appliquer à ce type Bah, de... je pense que les 24 heures c'en est une, hein. C'est pas de la flagornerie, mais c'est un mélange de populations soi-disant différentes, mais finalement toutes humaines. Chacun avec ses compétences doit apporter ce qu'il peut apporter, et le contexte, ben, certains sont plus en forme que d'autres, et quand le contexte joue, aujourd'hui il pleut, on ne va pas forcément avoir le même entrain sur certains domaines. En tout cas, ce que je voulais moi préciser, c'est que tous les sujets sont intéressants. Et bien sûr, la biologie, alors, elle est en train de progresser énormément. Moi, je pense que les 20 ans qui viennent vont nous bousculer. Je pense aussi, en ce moment, que les débats actuels sur le génie génétique, les OGM pour ou contre, sont complètement obsolètes. On a déjà accepté d'être des cyborgs, ne serait-ce qu'avec tous nos iPhones, nos téléphones portables. On a délocalisé notre bien plus précieux, c'est-à-dire notre mémoire, notre identité, pour se libérer de l'espace mémoire personnel. Donc, moi, j'essaie d'avoir cette relation un peu distanciée avec l'être humain, mais dans un quotidien, c'est pas facile, hein, mais parfois ça repose. Ok, on va voir s'ils répondent à ce type de comportement cet après-midi. Merci encore à Emmanuel.